Alors, bonjour, donc je vais vous lire Olympe de Gouges, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Voilà, qui est au programme de première aussi, donc pour le bac de français, je pense. Donc si vous souhaitez vous abonner pour avoir des nouvelles un peu régulières des différentes lectures, n'hésitez pas. Donc, voilà. Nous allons commencer. Pour entrer dans l'œuvre, donc on peut quand même, je vais expliquer un petit peu le début. Donc pendant la Révolution française de 1789, les femmes jouent un rôle politique déterminant au même titre que les hommes, sans voir pour autant leurs conditions s'améliorer. À travers la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges, née Marie Gouze, appelle ses concitoyennes à réclamer les mêmes droits que les hommes et à dénoncer les inégalités dont elles sont victimes. Publié en 1791 et adressé à la reine Marie-Antoinette, ce texte constitue un geste politique considérable. En réécrivant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du point de vue des deux sexes, Olympe de Gouges parachève la promesse d'égalité de la Révolution française. Comme le souligne la critique Martine Reid, cette œuvre illustre avec exemplarité un moment, celui d'un entre-deux siècles mouvementé qui rend temporairement possible l'accès des femmes à la parole publique ainsi qu'à la publication. De fait, Olympe de Gouges n'hésite pas à dénoncer les massacres de la Révolution et à prôner d'importantes réformes sociales. Elle est pourtant condamnée à mort en novembre 1793. Loin de permettre l'égalité entre les sexes, la Révolution laisse donc en suspens la question de la place des femmes dans la société. La feuille du Salut public, la principale gazette révolutionnaire, commente ainsi la mise à mort d'Olympe de Gouges en ces termes misogynes. Elle voulut être homme d'État et il semble que la loi ait puni cette conspiratrice d'avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe. Un peu énervant. Tirée à seulement 5 exemplaires en 1791, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne n'obtiendra aucune valeur juridique et n'entrera jamais en vigueur. Longtemps oublié, le texte n'a été redécouvert et réédité qu'en 1986 par la philosophe Benoît Groux. Frappant par sa modernité, il a finalement été reconnu comme un discours féministe majeur. Il continue aujourd'hui à inspirer les défenseurs des droits des femmes. Donc voilà. Donc là, elle écrit, elle s'adresse à la reine en fait. Donc ça commence par les droits de la femme. À la reine. Voilà. Madame, peu faite au langage que l'on tient au roi, je n'emploierai point l'adulation de courtisans pour vous faire hommage de cette singulière production. Mon but, madame, est de vous parler franchement. Je n'ai pas attendu pour m'exprimer ainsi. L'époque de la liberté. Je me suis montrée avec la même énergie dans un temps où l'aveuglement des despotes punissait une si noble audace. Lorsque tout l'Empire vous accusait et vous rendait responsable de ces calamités, moi seule, dans un temps de trouble et d'orage, j'ai eu la force de prendre votre défense. Je n'ai jamais pu me persuader qu'une princesse élevée au sein des grandeurs eût tous les vices de la bassesse. Oui, madame, lorsque j'ai vu le glaive levé sur vous, j'ai jeté mes observations entre ce glaive et la victime. Mais aujourd'hui, que je vois qu'on observe de près la foule de mutins soudoyés, donc j'explique quand même foule de mutins soudoyés, groupe insurgé payé pour accomplir une action malhonnête. Olympe de Gouges désigne les troupes ennemies massées à la frontière française. À partir de juillet 1789, de nombreux nobles et ecclésiastiques français se sont en effet exilés par peur de la Révolution. Avec l'aide de pays étrangers, ils ont levé une armée contre-révolutionnaire pour tenter de rétablir la monarchie absolue. Voilà. Donc, je reprends. Oui, madame, lorsque j'ai vu le glaive levé sur vous, j'ai jeté mes observations entre ce glaive et la victime. Mais aujourd'hui, que je vois, qu'on observe de près la foule de mutins soudoyés, donc c'est ceux qui sont à la frontière, et qu'elle est retenue par la crainte des lois, je vous dirai, madame, ce que je ne vous aurais pas dit alors. Si l'étranger porte le fer en France, vous n'êtes plus, à mes yeux, cette reine faussement inculpée, cette reine intéressante, mais une implacable ennemie des Français. Ah, madame, songez que vous êtes mère et épouse, employez tout votre crédit pour le retour des princes. Ce crédit si sagement appliqué raffermit la couronne du père, la conserve au fils et vous réconcilie l'amour des Français. Cette digne négociation est le vrai devoir d'une reine.
L'intrigue, la cabale, les projets sanguinaires précipiteraient votre chute, si l'on pouvait vous soupçonner capable de semblables desseins. Qu'un plus noble emploi, madame, vous caractérise, excite votre ambition et fixe vos regards. Il n'appartient qu'à celle que le hasard a élevée à une place éminente de donner du poids à l'essor des droits de la femme et d'en accélérer les succès. Si vous étiez moins instruite, madame, je pourrais craindre que vos intérêts particuliers ne l'emportassent sur ceux de votre sexe. Vous aimez la gloire. Songez, madame, que les plus grands crimes s'immortalisent comme les plus grandes vertus. Mais quelle différence de célébrité dans les fastes de l'histoire. L'une est sans cesse prise pour exemple, et l'autre est éternellement l'exécration du genre humain. On ne vous fera jamais un crime de travailler à la restauration des mœurs, à donner à votre sexe toute la consistance dont il est susceptible. Cet ouvrage n'est pas le travail d'un jour, malheureusement pour le nouveau régime. Cette révolution ne s'opérera que quand toutes les femmes seront pénétrées de leur déplorable sort et des droits qu'elles ont perdus dans la société. Soutenez, madame, une si belle cause, défendez ce sexe malheureux, et vous aurez bientôt pour vous une moitié du royaume, et le tiers au moins de l'autre. Voilà, madame, voilà par quels exploits vous devez nous signaler et employer votre crédit. Croyez-moi, madame, notre vie est bien peu de choses, surtout pour une reine, quand cette vie n'est pas embellie par l'amour des peuples et par les charmes éternels de la bienfaisance. S'il est vrai que les Français arment contre leur patrie toutes les puissances, pourquoi? Pour de frivoles prérogatives, pour des chimères. Croyez, madame, si j'en juge, par ce que je sens, le parti monarchique se détruira de lui-même, qu'il abandonnera tous les tyrans, et tous les cœurs se rallieront autour de la patrie pour la défendre. Voilà, madame, voilà quels sont mes principes. En vous parlant de ma patrie, je perds de vue le but de cette dédicace. C'est ainsi que tout bon citoyen sacrifie sa gloire, ses intérêts, quand il n'a pour objet que ceux de son pays. Je suis avec le plus profond respect, madame, votre très humble et très obéissante servante. Olympe de Gouges. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force, tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur dont tu sembles vouloir te rapprocher. Et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée. Et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout, tu les trouveras confondus. Partout, ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré, dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse. Il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la Révolution et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. A décrété par l'Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celle de la prochaine législature. Préambule. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption, des gouvernements. Elles ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Article 1er. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 2.
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 4. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. 5. Les lois de la nature et de la raison défendent toute action nuisible à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elles n'ordonnent pas. 6. La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et tous les citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. 7. Nulle femme n'est exceptée. Elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes. 9. Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient », sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. 12. La garantie des droits de la femme et de la citoyenne nécessite une utilité majeure. Cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de celle à qui elle est confiée. 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales. Elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. Ah, c'est vieux, hein, ça, on a fait un article là-dessus, on n'a toujours pas le même salaire que les hommes. Enfin bon. 14. Les citoyennes et citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique. Les citoyennes ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l'administration publique, et de déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée de l'impôt. La quotité, c'est le montant, l'assiette, c'est la base de l'imposition, et le recouvrement, c'est le paiement. 15. La masse des femmes coalisées, unies, ça veut dire, pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. La constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction. Et 18. Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés. C'est-à-dire, les propriétés appartiennent aux femmes et aux hommes, qu'ils soient mariés ou non. Elles ont pour chacun un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé comme vrai patrimoine de la nature, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Voilà pour les articles.
Donc, sachant que, juste pour amener un petit truc en plus, sachant que les femmes ont eu le droit d'avoir un compte en banque sans qu'il soit géré ni par leur père ni par le mari qu'en 1965, je crois. Donc voilà. Donc, hein, elle a écrit ça en 1789, enfin 91. Il y avait quand même des idées de liberté depuis très longtemps. On peut dire quand même, je vais quand même lire ce qu'il y a écrit ici. Là, il y a marqué arrêt sur la lecture pour comprendre l'essentiel. Je vais quand même expliquer un peu parce que c'est pas si évident. Donc, Olympe de Gouges s'adresse successivement à la reine, aux hommes et à l'Assemblée nationale. Donc, Olympe de Gouges cherche à convaincre ses interlocuteurs de la nécessité d'un changement profond de la société. La révolution doit être achevée en incluant les femmes au sein du gouvernement et plus généralement dans la vie publique. L'égalité est attendue dans tous les domaines, politique, finance, emploi. Ce bouleversement doit s'accompagner d'une rigueur morale de la part de tous les citoyens de manière à obtenir un bon gouvernement. Olympe de Gouges s'appuie sur plusieurs stratégies argumentatives pour à la fois convaincre et persuader son lecteur. Les arguments rationnels côtoient ainsi des arguments émotionnels. Il s'agit de défendre les femmes, mais aussi d'accuser les responsables de l'inégalité sociale. Voilà, donc ça c'est un petit commentaire qui était écrit là-dessus. Juste, je vais continuer à expliquer un petit peu parce que c'est écrit là dans ce livre-là qui s'appelle Vers l'oral du bac. Donc, lors de la Révolution française, les privilèges de la noblesse et du clergé sont abolis. Voilà, revendiqués par les penseurs des Lumières et inscrits dans la devise française. L'égalité ne s'applique pourtant pas à la moitié de la population, puisque les femmes sont toujours considérées comme inférieures aux hommes. Olympe de Gouges cherche ainsi à remédier à cet état de fait en complétant les acquis de la Révolution pour permettre une meilleure organisation de la société et à terme la paix au sein de la nation. Donc c'était pas bête, hop, en plein changement, elle se dit allez hop, on est tellement... On va aussi essayer d'avoir l'égalité pour les femmes et les hommes. Et bon. Donc sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, publiée en 1791, revient en ce sens sur les droits et les devoirs des femmes en proposant une réécriture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Avant d'entamer la liste de ces articles, Olympe de Gouges s'adresse aux hommes puis à l'Assemblée nationale. Dans une double stratégie argumentative, elle donne à voir les injustices faites aux femmes et souligne l'avantage commun que les deux sexes retireraient d'une réelle égalité. Pour ce faire, elle s'appuie dans un premier mouvement sur une stratégie d'attaque envers les hommes et dans un second mouvement sur une stratégie de défense des femmes. Voilà. Donc, ensuite, on va continuer le postambule. Voilà. Donc, postambule. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces et a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femmes, femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc? La conviction des injustices de l'homme, la réclamation de votre patrimoine fondé sur les sages décrets de la nature. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise? Le bon mot du législateur des noces de Cana. Alors là, il faut quand même que je lise. Parce que là, Olympe de Gouges fait référence à un récit de la Bible, les noces de Cana, dans lequel Jésus demande à Marie: « Qu'y a-t-il de commun entre toi et moi ?» Pour les chrétiens, cet épisode établit un rapprochement entre le sacrement du mariage, qui permet l'union de l'homme et de la femme, et l'acte de foi qui unit les croyants à leur Dieu. Olympe de Gouges souligne le fait que la morale chrétienne a longtemps imprégné la vie politique et sociale française. Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent: « Femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ?» Tout auriez-vous à répondre s'ils s'obstinaient dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence et contradiction avec leurs principes.
Opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie. Déployez toute l'énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampant à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est de votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Passons maintenant à l'effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société. Et puisqu'il est question en ce moment d'une éducation nationale, voyons si nos sages législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes. Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu. Elles ont eu recours à toutes les ressources de leur charme, mais le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis. Elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu pendant des siècles de l'administration nocturne des femmes. Le cabinet n'avait point de secret pour leur indiscrétion. Ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat, cardinalat, enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane et sacré. Tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe autrefois méprisable et respecté. Et depuis la Révolution, respectable et méprisé. Dans cette sorte d'antithèse que de remarques n'ai-je point à offrir. Je n'ai qu'un moment pour les faire, mais ce moment fixera l'attention de la postérité la plus reculée. Sous l'Ancien Régime, tout était vicieux, tout était coupable. Mais ne pourrait-on pas apercevoir l'amélioration des choses dans la substance même des vices? Une femme n'avait besoin que d'être belle ou aimable. Quand elle possédait ces deux avantages, elle voyait sans fortune à ses pieds. Si elle n'en profitait pas, elle avait un caractère bizarre ou une philosophie peu commune qui la portait au mépris des richesses. Alors elle n'était plus considérée que comme une mauvaise tête, la plus indécente, se faisait respecter avec de l'or. Le commerce des femmes était une espèce d'industrie reçue dans la première classe, qui désormais n'aura plus de crédit. S'il en avait encore, la Révolution serait perdue, et sous de nouveaux rapports, nous serions toujours corrompus. Cependant, la raison peut-elle se dissimuler que tout autre chemin à la fortune est fermé à la femme que l'homme achète, comme l'esclave sur les côtes d'Afrique? La différence est grande, on le sait. L'esclave commande au maître. Mais si le maître lui donne la liberté sans récompense, et à un âge où l'esclave a perdu tous ses charmes, que devient cet infortuné? Le jouet du mépris, les portes même de la bienfaisance lui sont fermées. Elle est pauvre et vieille, dit-on. Pourquoi n'a-t-elle pas su faire fortune? D'autres exemples encore plus touchants s'offrent à la raison. Une jeune personne sans expérience, séduite par un homme qu'elle aime, abandonnera ses parents pour le suivre. L'ingrat la laissera après quelques années, et plus elle aura vieilli avec lui, plus son inconstance sera inhumaine. Et si elle a des enfants, il l'abandonnera de même. S'il est riche, il se croira dispensé de partager sa fortune avec ses nobles victimes. Si quelque engagement le lie à ses devoirs, il en violera la puissance en espérant tout des lois. S'il est marié, tout autre engagement perd ses droits. Quelle loi reste-t-il donc à faire pour extirper le vice jusque dans la racine? Celle du partage des fortunes entre les hommes et les femmes, et de l'administration publique. On conçoit aisément que celle qui est née d'une famille riche gagne beaucoup avec l'égalité des partages. Mais celle qui est née d'une famille pauvre, avec du mérite et des vertus, quel est son lot? La pauvreté et l'opprobre. Si elle n'excelle, l'opprobre c'est le déshonneur. Si elle n'excelle pas précisément en musique ou en peinture, elle ne peut être admise à aucune fonction publique, quand elle en aurait toute la capacité. Je ne veux donner qu'un aperçu des choses. Je les approfondirai dans la nouvelle édition de tous mes ouvrages politiques que je me propose de donner au public dans quelques jours, avec des notes. Je reprends mon texte quant aux mœurs. Le mariage est le tombeau de la confiance et de l'amour. La femme mariée peut impunément donner des bâtards à son mari, et la fortune qui ne leur appartient pas. Celle qui ne l'est pas n'a qu'un faible droit. Les lois anciennes et inhumaines lui refusaient ce droit sur le nom et sur le bien de leur père pour ses enfants, et l'on n'a pas fait de nouvelles lois sur cette matière. Si tenter de donner à mon sexe une consistance honorable et juste est considéré dans ce moment comme un paradoxe de ma part, et comme tenter l'impossible, je laisse aux hommes à venir la gloire de traiter cette matière. Mais en attendant, on peut la préparer par l'éducation nationale, par la restauration des mœurs et par les conventions conjugales.
Forme du contrat social de l'homme et de la femme. Nous, N et N, mus par notre propre volonté, nous unissons pour le terme de notre vie et pour la durée de nos penchants mutuels, aux conditions suivantes. Nous entendons et voulons mettre nos fortunes en communauté, en nous réservant cependant le droit de les séparer en faveur de nos enfants et de ceux que nous pourrions avoir d'une inclination particulière. Ça veut dire un penchant amoureux. Olympe de Gouges évoque de nouveau les enfants nés de relations hors mariage. Donc, et de ceux que nous pourrions avoir d'une inclination particulière, reconnaissant mutuellement que notre bien appartient directement à nos enfants, de quelque lit qu'ils sortent, et que tout indistinctement ont le droit de porter le nom des pères et mères qui les ont avoués. Et nous imposons de souscrire à la loi qui punit l'abnégation de son propre sang. Nous nous obligeons également, en cas de séparation, de faire le partage de notre fortune et de prélever la portion de nos enfants indiquée par la loi. Et au cas d'union parfaite, celui qui viendrait à mourir se désisterait de la moitié de ses propriétés en faveur de ses enfants. Et si l'un mourait sans enfants, le survivant hériterait de droit, à moins que le mourant n'ait disposé de la moitié du bien commun en faveur de qui il jugerait à propos. Voilà à peu près la formule de l'acte conjugal dont je propose l'exécution. À la lecture de ce bizarre écrit, je vois s'élever contre moi les tartuffes, les bégueules, le clergé et toute la séquelle infernale. Mais combien il offrira aux sages des moyens moraux pour arriver à la perfectibilité d'un gouvernement heureux. J'en vais donner un peu de mots, la preuve physique. En un peu de mots, la preuve physique. Le riche épicurien sans enfant trouve fort bon d'aller chez son voisin pauvre augmenter sa famille. Lorsqu'il y aura une loi qui autorisera la femme du pauvre à faire adopter aux riches ses enfants, les liens de la société seront plus resserrés et les mœurs plus épurées. Cette loi conservera peut-être le bien de la communauté et retiendra le désordre qui conduit tant de victimes dans les hospices de l'opprobre, de la bassesse et de la dégénération des principes humains, où depuis longtemps gémit la nature. Que les détracteurs de la saine philosophie cessent donc de se récrier contre les mœurs primitives, ou qu'ils aillent se perdre dans la source de leurs citations. Je voudrais encore une loi qui avantageât les veuves et les demoiselles trompées par les fausses promesses d'un homme à qui elles se seraient attachées. Je voudrais, dis-je, que cette loi forçât un inconstant à tenir ses engagements, ou à une indemnité proportionnée à sa fortune. Je voudrais encore que cette loi fût rigoureuse contre les femmes, du moins pour celles qui auraient le front de recourir à une loi qu'elles auraient elles-mêmes enfreinte par leur inconduite, si la preuve en était faite. Je voudrais en même temps, comme je l'ai exposé dans Le bonheur primitif de l'homme en 1788, que les filles publiques, donc les filles publiques sont les prostituées, je voudrais que les filles publiques fussent placées dans des quartiers désignés. Ce ne sont pas les femmes publiques qui contribuent le plus à la dépravation des mœurs, ce sont les femmes de la société. En restaurant les dernières, on modifie les premières. Cette chaîne d'union fraternelle offrira d'abord le désordre, mais par les suites elle produira à la fin un ensemble parfait. J'offre un moyen invincible pour élever l'âme des femmes. C'est de les joindre à tous les exercices de l'homme. Si l'homme s'obstine à trouver ce moyen impraticable, qu'il partage sa fortune avec la femme, non à son caprice, mais par la sagesse des lois. Le préjugé tombe, les mœurs s'épurent et la nature reprend tous ses droits. Ajoutez-y le mariage des prêtres. Le roi raffermi sur son trône et le gouvernement français ne saurait plus périr. Il était bien nécessaire que je dise quelques mots sur les troubles que cause, dit-on, le décret en faveur des hommes de couleur dans nos îles. C'est là où la nature frémit d'horreur. C'est là où la raison et l'humanité n'ont pas encore touché les âmes endurcies. C'est là surtout où la division et la discorde agitent leurs habitants. Il n'est pas difficile de deviner les instigateurs de ces fermentations incendiaires. Faut quand même que je lise. Ce décret de mai 1791 proclamait l'égalité des mulâtres libres. Les mulâtres sont nés d'un parent blanc et d'un parent noir. En octobre 1790, une révolte avait déjà éclaté dans la colonie de Saint-Domingue pour exiger la reconnaissance des droits de tous les hommes de couleur libre. Elle avait été durement réprimée. Donc voilà. Donc il n'est pas difficile de deviner les instigateurs de ces fermentations incendiaires. Il y en a dans le sein même de l'Assemblée nationale. Ils allument en Europe le feu qui doit embraser l'Amérique. Les colons prétendent régner en despotes sur des hommes dont ils sont les pères et les frères. Et méconnaissant les droits de la nature, ils en poursuivent la source jusque dans la plus petite teinte de leur sang.
Ces colons inhumains disent « Notre sang circule dans leurs veines, mais nous le répandrons tout entier, s'il le faut, pour assouvir notre cupidité ou notre aveugle ambition. C'est dans ces lieux, plus près de la nature, que le Père méconnaît le Fils. Sourd au cri du sang, il en étouffe tous les charmes. Que peut-on espérer de la résistance qu'on lui oppose? La contraindre avec violence, c'est la rendre terrible. La laisser encore dans les fers, c'est acheminer toutes les calamités vers l'Amérique. Une main divine semble répandre partout l'apanage de l'homme. La liberté, la loi seule a le droit de réprimer cette liberté si elle dégénère en licence. En licence, ça veut dire en liberté excessive. Mais elle doit être égale pour tous. C'est elle surtout qui doit renfermer l'Assemblée nationale dans son décret, dicté par la prudence et par la justice. Puisse-t-elle agir de même pour l'État de la France et se rendre aussi attentive sur les nouveaux abus, comme elle l'a été sur les anciens, qui deviennent chaque jour plus effroyables. Mon opinion serait encore de raccommoder le pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif, car il me semble que l'un est tout et que l'autre n'est rien, d'où naîtra malheureusement peut-être la perte de l'Empire français. Je considère ces deux pouvoirs comme l'homme et la femme qui doivent être unis, mais égaux en force et en vertu, pour faire un bon ménage. Il est donc vrai que nul individu ne peut échapper à son sort. J'en fais l'expérience aujourd'hui. J'avais résolu et décidé de ne pas me permettre le plus petit mot pour rire dans cette production, mais le sort en a décidé autrement. Voici le fait. L'économie n'est point défendue, surtout dans ce temps de misère. J'habite la campagne. Ce matin à 8 heures, je suis partie d'Auteuil et me suis acheminée vers la route qui conduit de Paris à Versailles, où l'on trouve souvent ces fameuses guinguettes qui ramassent les passants à peu de frais. Les guinguettes, à l'époque, c'était des cabarets populaires où l'on peut danser et chanter. Sans doute, une mauvaise étoile me poursuivit dès le matin. J'arrive à la barrière. Donc la barrière, c'est le péage qui permettait de contrôler les marchandises à l'entrée des villes et de récolter une taxe. L'octroi. Donc j'arrive à la barrière où je ne trouve pas même le triste sapin. Donc fiacre. Donc je ne trouve pas même le triste sapin aristocrate. Donc je ne trouve pas de fiacre. Je me repose sur les marches de cet édifice insolent qui recélait des commis. Les commis, c'est des employés. 9 heures sonne et je continue mon chemin. Une voiture s'offre à mes regards, j'y prends place et j'arrive à 9h15 à 2 montres différentes au Pont-Royal. J'y prends le sapin et je vole chez mon imprimeur rue Christine. Car je ne peux aller que là, si tôt quoi. Ouais, si tôt le matin. En corrigeant mes épreuves. Mes épreuves, c'est mes premières compositions d'un texte soumis à correction et modification. Il me reste toujours quelque chose à faire. Si les pages ne sont pas bien serrées et remplies, je reste à peu près 20 minutes et fatiguée de marche, de composition et d'impression, je me propose d'aller prendre un bain dans le quartier du Temple, où j'allais dîner. J'arrive à 11h moins un quart à la pendule du bain. Je devais donc au cocher 1h30. Mais pour ne pas avoir de dispute avec lui, je lui offre 48 sols. Il exige plus comme d'ordinaire. Il fait du bruit, je m'obstine à ne vouloir plus lui donner que son dû. Car l'être équitable aime mieux être généreux que dupe. Je le menace de la loi. Il me dit qu'il s'en moque et que je lui paierai 2 heures. Nous arrivons chez un commissaire de paix que j'ai la générosité de ne pas nommer, quoique l'acte d'autorité qu'il s'est permis envers moi mérite une dénonciation formelle. Il ignorait sans doute que la femme qui réclamait sa justice était la femme auteure de tant de bienfaisance et d'équité. Sans avoir égard à mes raisons, il me condamne impitoyablement à payer au cocher ce qu'il demandait. Connaissant mieux la loi que lui, je lui dis « Monsieur, je m'y refuse, et je vous prie de faire attention que vous n'êtes pas dans le principe de votre charge. » Alors cet homme, ou pour mieux dire ce forcené sans porte, me menace de la force si je ne paye à l'instant, ou de rester toute la journée dans son bureau. Je lui demande de me faire conduire au tribunal de département ou à la mairie, ayant à me plaindre de son coup d'autorité. Le grave magistrat, en redingote, poudreuse et dégoûtante comme sa conversation, m'a dit plaisamment « Cette affaire ira sans doute à l'Assemblée nationale. » « Cela se pourrait bien, lui dis-je, et je m'en fus moitié furieuse et moitié riant du jugement de ce moderne Bridoison. Alors, Bridoison, c'est un personnage de la pièce Le mariage de Figaro de Beaumarchais. Chargé de présider le procès de Figaro, il se caractérise par sa sottise.
donc, de ce moderne bris d'oison, en disant « C'est donc là l'espèce d'homme qui doit juger un peuple éclairé. » On ne voit que cela. Semblable aventure arrive indistinctement aux bons patriotes comme aux mauvais. Il n'y a qu'un cri sur les désordres des sections et des tribunaux. La justice ne se rend pas, la loi est méconnue et la police se fait. Dieu sait comment. On ne peut plus retrouver les cochers à qui l'on confie des effets. Ils changent les numéros à leur fantaisie et plusieurs personnes, ainsi que moi, ont fait des pertes considérables dans les voitures. Sous l'Ancien Régime, quel que fût son brigandage, on trouvait la trace de ces pertes en faisant un appel nominal des cochers et par l'inspection exacte des numéros. Enfin, on était en sûreté. Que font ces juges de paix? Que font ces commissaires, ces inspecteurs du nouveau régime? Rien que des sottises et des monopoles. L'Assemblée nationale doit fixer toute son attention sur cette partie qui embrasse l'ordre social. Voilà. Et là, il y a PS. Cet ouvrage était composé depuis quelques jours. Il a été retardé encore à l'impression. Et au moment que M. Talleyrand, Charles-Maurice de Talleyrand, c'est un homme d'État et diplomate français, député à l'Assemblée pendant la Révolution française. Son rapport sur l'instruction publique paraît en septembre 91. Donc, et au moment que M. Talleyrand, dont le nom sera toujours cher à la postérité, venant de donner son ouvrage sur les principes de l'éducation nationale, cette production était déjà sous la presse. Heureuse si je me suis rencontrée avec les vues de cet orateur. Cependant, je ne puis m'empêcher d'arrêter la presse et de faire éclater la pure joie que mon cœur a ressentie à la nouvelle que le roi venait d'accepter la Constitution et que l'Assemblée nationale, que j'adore actuellement, sans excepter l'abbé Maury et Lafayette. Alors l'abbé Maury, c'est un député du clergé et opposant à la Révolution française. Et Lafayette, donc c'est l'officier et homme politique français, général lors de la guerre de l'indépendance américaine, et l'un des rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme. Et Lafayette est un dieu. Avait proclamé d'une voix unanime une amnistie générale. Providence divine fait que cette joie publique ne soit pas une fausse illusion. Renvoie-nous encore tous nos fugitifs et que je puisse, avec un peuple aimant, voler sur leur passage. Et dans ce jour solennel, nous rendrons tous hommage à ta puissance. 14 septembre 1791. C'est excellent. Voilà, donc l'amnistie, c'est le pardon et l'abandon de poursuites judiciaires. Providence divine, pouvoir divin, Dieu. Et encore EN, plus loin, CORPS. C'était en un seul groupe, sans exception. Et voilà, donc c'est la fin. C'est la fin. Comment on peut expliquer tout ça? Je lis quand même l'explication linéaire du texte. Donc, si la Révolution française permet de déclarer tous les citoyens égaux, elle laisse de côté les femmes qui, malgré le rôle qu'elles ont joué en 1789, n'obtiennent pas dans les faits les mêmes droits que les hommes. C'est pourquoi en 1791, Olympe de Gouges rédige une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Dans ce texte, elle rappelle à l'Assemblée nationale la nécessité d'une réelle égalité entre les sexes pour permettre un gouvernement et une société équilibrée. À la suite de l'énumération des différents articles, elle s'adresse directement aux femmes dans un postambule pour les inciter à rejoindre son combat. Elle entend ainsi les convaincre d'obtenir des droits réels. Après avoir attiré leur attention sur leurs propres conditions, l'auteur dresse le constat d'inégalités persistantes après la Révolution, avant d'énumérer une série de conseils. Donc, conclusion, la réécriture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen permet à Olympe de Gouges de mettre en avant le rôle majeur des femmes au sein de la société. C'est à elles que cet extrait s'adresse avant tout. Il vise en effet à les amener à réfléchir sur leurs conditions pour agir avec raison et revendiquer leurs droits naturels. L'extrait est ainsi marqué par un ton très combatif et fédérateur. La modernité de ce texte se mesure au fait que le discours féministe déployé par Olympe de Gouges pour valoriser et défendre les droits de la femme au XVIIIe siècle est toujours d'actualité. C'est vrai, c'est quand même... voilà. Voilà. Si vous êtes des étudiants, des élèves, bon, vous analyserez tout ça en classe. Hein. Moi, je ne suis pas prof de français. Voilà. Bonne journée.